Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde pour cette 15e heure des 24 heures, cette 10e édition. Et nous partons tout de suite à l'autre bout du monde, direction Tokyo. Alors Tokyo, c'est la capitale du Japon. C'est aussi la plus grande mégapole du monde avec plus de 42 millions d'habitants. Poumon économique de l'archipel japonais, c'est aussi une des principales places financières asiatiques et mondiales et la ville accueillera les JO d'été de 2020. Alors pour parler de la ville, j'ai avec moi 4 intervenants. Frédéric Benoliel, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France à Tokyo. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous avez vécu en tout 18 ans à Tokyo, au Japon. Séjours, mais au total 18 ans, exactement, sur des grandes entreprises et puis des PME et des plus petites. D'accord. Et puis le CNRS aussi. D'accord. Sandra Fantini, bonjour. Vous êtes rentrée il y a vraiment peu de temps, il y a tout juste un mois. Tout juste un mois. Et Très triste d'être rentrée. C'est vrai. Oui. Et vous y étiez pour accompagner votre mari. C'est ça. Et vous y êtes restée 2 ans et demi. D'accord. Anne-Marie Tézénas Dumoncel, bonjour. Vous êtes conseillère du commerce extérieur aussi. Et vous êtes directrice division lifestyle de PMC Japon. Quelques mots pour définir ce que c'est cette entreprise. Alors, PMC Japon a été créé il y a 40 ans par 4 Français qui sont partenaires et qui aident les entreprises françaises à s'implanter au Japon dans tous les secteurs. D'accord, très bien. Gérald Morin, bonjour. Bonjour. Vous accompagnez aussi votre conjoint et vous êtes rentré à peu près il y a 6 mois. Et vous y êtes resté? Je suis resté presque 3 ans avec une petite partie retour en France pour un visa qu'il fallait refaire, mais voilà. D'accord. Et envie d'y retourner aussi comme Sandra? Ça me manque. Je pense que le Japon coule dans notre sang maintenant. Et, oui, c'est une expérience vivante. Merci. On va tout de suite laisser la parole à l'ambassadeur de France au Japon, Thierry Dana, qui fait un point sur la présence française sur place. Bonjour Paris. On m'a demandé de vous parler de la communauté française du Japon et de Tokyo en particulier. Alors c'est une communauté très dynamique en Asie, qui comporte plus de 12 000 Français, dont la majorité, c'est-à-dire à peu près 8 000, sont installés à Tokyo et dans la région de Tokyo. C'est une communauté qui se développe régulièrement, non pas de manière exponentielle, mais de manière régulière, d'à peu près 5% par an, qui est active pour l'essentiel, et qui est composée, ce qui est une spécificité du Japon, à la fois de gens qui sont là depuis longtemps, voire très longtemps, qui s'y sont installés, qui ont fondé des familles, souvent des couples mixtes, qui n'avaient pas forcément l'idée d'y rester longtemps au début. Beaucoup d'histoires de gens qui m'ont dit je suis arrivé pour 1 an, et puis qui sont restés finalement 20 ans, 25 ans. Et puis une deuxième partie, c'est à peu près équivalent, d'expatriés classiques, c'est-à-dire de gens qui viennent 3-4 ans pour une entreprise, pour une mission, et puis qui repartent. Et l'intérêt de cette communauté mixte, c'est que ceux qui sont là depuis longtemps font profiter ceux qui arrivent de leur expérience du pays, de leur connaissance du pays. Il y a beaucoup d'associations de Français, donc c'est une communauté qui vit bien. Chacun a sa carrière, sa vie, c'est très divers. Il y a beaucoup d'entreprises évidemment, mais aussi des chercheurs, mais aussi des étudiants, mais aussi des auto-entrepreneurs, mais qui vit bien au sens où ceux qui sont là depuis longtemps, au travers de différentes associations, font profiter ceux qui arrivent depuis peu. Le petit bémol ou le petit point faible, c'est, je dirais, les perspectives qui sont offertes aux femmes qui accompagnent en particulier leur mari, leur conjoint, parce que c'est très difficile pour elles de trouver un emploi. L'inverse est vrai d'ailleurs, l'inverse est moins nombreux, mais les conjoints qui accompagnent leur femme qui a un travail comme expatriée ont beaucoup de mal aussi à trouver un travail à cause du problème de la langue tout simplement. Et puis après certains problèmes de visa, mais c'est essentiellement le problème de la langue. Voilà. Sinon c'est une communauté qui est jeune aussi, il y a beaucoup de jeunes qui aussi croissent. Il y a à peu près sur 3800 majeurs qui sont installés à Tokyo. La plupart, c'est-à-dire 1700, ont de 18 à 25 ans. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour un projet professionnel ou pour des études. Ils sont là aussi très dynamiques. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, une réaction peut-être, Frédéric. Pourquoi est-ce que le Japon attire autant? Est-ce une raison économique?
Alors je crois qu'il y a probablement deux raisons. Une raison qui est les relations qui existent depuis très longtemps entre la France et le Japon, avec toujours une recherche de l'excellence, avec une grande recherche dans le domaine de l'innovation. Et ça a créé des liens qui perdurent. Et puis ensuite, je crois aussi qu'il y a évidemment l'aspect économique. Le Japon, 3e puissance économique mondiale, c'est extrêmement important. C'est une évidence de dire ça, mais c'est pas forcément ni connu ni reconnu. Et je pense qu'il nous appartient justement à nous qui habitons au Japon de le faire savoir et de le dire haut et fort. D'accord, merci Frédéric. Anne-Marie, est-ce que vous voulez réagir par rapport à l'aspect économique aussi? Oui, alors je suis complètement d'accord avec Frédéric. Je rajouterais un point important, c'est que le Japon reste un marché obligatoire pour les entreprises, pour les marques, si elles veulent s'implanter dans le reste de l'Asie. En tous les cas, c'est un marché très complexe, qui est très raffiné. Et non, généralement, les distributeurs ou les pays comme la Corée ou la Chine demandent toujours est-ce que la marque est au Japon. D'accord. C'est vraiment un gage une référence pour s'implanter ensuite. Une référence, un passage obligé. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà, les Français aiment aller au Japon et c'est réciproque. Les Japonais aiment la France, sa culture et ses produits. Et tout de suite, on écoute le directeur de la Chambre de commerce internationale France-Japon, Nicolas Bonardel, qui nous explique comment sont les Japonais à l'égard des marques françaises. Très connaisseurs, très sophistiqués. C'est une chance pour nos entreprises. Ils sont à la recherche toujours de la nouvelle marque française. Donc clairement, le secteur des marques agroalimentaires, luxe, tous les biens de grande consommation sont des secteurs très porteurs pour nos entreprises. Mais il ne faut pas oublier aussi la technologie. Nous aurons d'ailleurs l'année franco-japonaise de l'innovation en 2016. Et donc, les entreprises françaises réussissent aussi très bien sur les secteurs industriels et technologiques. Alors, Frédéric, est-ce que vous savez expliquer cet attrait pour les marques françaises? On l'a dit, il y a l'histoire, sûrement. Il y a aussi, je crois, une recherche de la qualité absolue, qui fait que les entreprises françaises, lorsqu'elles ont d'excellents produits, eh bien, trouvent acquéreurs assez facilement au Japon, qui eux-mêmes sont extrêmement critiques, extrêmement difficiles sur les produits qu'ils veulent choisir et qu'ils veulent mettre sur le marché. Donc c'est cet aspect d'excellence probablement qui unit les partenaires. D'accord, merci beaucoup. Anne-Marie, vous aidez des marques françaises à s'implanter sur place. Quels sont les conseils que vous donnez et surtout quelles sont les marques qui marchent sur place? Alors je dirais que la sélectivité des marques qui sont capables de s'implanter au Japon, elle se fait par l'excellence, par la qualité, par le positionnement qui doit être haut de gamme, puisqu'il y a un marché local domestique qui est de toute façon inconcurrençable. Donc je dirais c'est la qualité de service, il faut une histoire, parce qu'on aime raconter des histoires. Et les Japonais adorent la France, adorent les régions, ils sont très au courant, ils lisent beaucoup, ils s'informent beaucoup, ils visitent beaucoup la France. Et je pense on en a beaucoup de potentiel encore pour les PME françaises qui ont un savoir-faire et c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer d'aller dénicher des trésors. On en a partout, on en a plein et je manque parfois de temps. Et je passe beaucoup de temps à visiter les entreprises pour essayer de comprendre s'ils ont toutes les qualités requises pour pouvoir se développer au Japon. Parce que quand on parle de qualité, c'est aussi la qualité de service. Oui. Être capable de répondre à des mails. Et nous, dans notre rôle d'implanter une marque, on pallie aussi, on fait beaucoup le lien pour cacher un peu parfois ce manque de réactivité qu'on peut avoir avec les entreprises il faut françaises. un gros suivi aussi sur place. Il faut un suivi, il faut expliquer parce que on n'a pas forcément les mêmes mots pour expliquer. Le japonais est une langue de détail et on n'est pas assez détaillé parfois pour expliquer. Donc il faut parfois expliquer très en détail. D'ailleurs, quand vous traduisez, quand vous faites traduire quelque chose, vous avez l'impression que les Japonais en rajoutent beaucoup. C'est juste parce que c'est très très précis et qu'on n'est pas toujours très précis. Ok, précision. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Sandra. Est-ce que dans le quotidien, on ressent cet attrait? Est-ce que les Français est-ce que les Japonais aiment particulièrement les Français? Est-ce qu'ils sont contents qu'on vienne vivre chez eux? Oui, je pense qu'on a apprécié au Japon. Les Français sont appréciés au Japon. La France représente pour eux souvent le luxe. En fait, toutes les marques
marques de luxe. Bien sûr. Aussi, tout ce qui est en fait alimentaire, enfin tout l'agroalimentaire en fait est très recherché. Ils adorent le pain. Il y a des très très bonnes boulangeries au Japon, même des fois meilleures qu'en France. Donc c'est appréciable parce que quand on arrive dans ce pays-là, c'est vrai que la nourriture est différente de chez nous et on est content de retrouver un petit peu des choses qui rappellent le pays, quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc les Français et leurs produits bien acceptés. Le Japon, c'est aussi un pays qui se caractérise par une très grande capacité d'innovation. Et à ce sujet, on écoute tout de suite Jean-François Guillemol, qui est directeur de recherche au CNRS de Tokyo. Bon, c'est vrai que le Japon, c'est un pays qui investit énormément dans le domaine de la recherche. C'est un des plus gros investisseurs derrière les États-Unis, c'est le plus gros derrière les États-Unis, un des plus gros par habitant. C'est un pays qui est également capable de mettre des politiques sur le long terme, des politiques de recherche qui vont se développer sur des années avec constance et efficacité et qui vont permettre effectivement d'arriver à des bouleversements ou des transformations très importantes dans les technologies et l'implantation de technologies dans la société. Alors, 2016, c'est l'année de l'innovation franco-japonaise. Frédéric, selon vous, quels sont les enjeux pour les relations économiques franco-japonaises, justement ? Alors, c'est une année qui est extrêmement importante. Cette année de l'innovation 2016 fait suite à un accord qui a été signé au trimestre dernier entre le Premier ministre français et le Premier ministre japonais, et avec 5 thèmes fédérateurs essentiels, qui sont l'environnement, la santé, avec la Silver Society, particulièrement pour les personnes âgées, c'est aussi un enjeu entre la France et un des enjeux entre la France et le Japon. Tout ce qui est aussi dans le domaine de la sécurité, ce que l'on a qualifié d'usine du futur, et puis également dans ce qui est dans le domaine du numérique. Alors, il va y avoir pour soutenir ces actions beaucoup de conférences, beaucoup de symposiums, tant en France qu'au Japon, et certaines structures ont été créées ou vont s'articuler, notamment le French Tech Tokyo, qui est un réseau qui va mettre ensemble français et japonais pour mieux se connaître. Il y a également des stages qui sont prévus. C'est assez compliqué, on n'a pas le temps ici, mais il va probablement y avoir, plus que d'habitude, des stagiaires japonais qui vont pouvoir se rendre en France. Et enfin, il y a un club de R&D qui va permettre justement d'avancer. Et j'ajouterais qu'une chose qui est importante et intéressante dans les relations entre la France et le Japon, c'est aussi cet aspect public-privé qui fait que aussi bien les entreprises que les pouvoirs publics, les différents instituts de recherche vont pouvoir travailler ensemble. Donc c'est une année fondamentale, à mon avis, pour donner un essor nouveau à ces relations et nous faire mieux connaître par les Japonais et l'inverse. D'accord, merci beaucoup Frédéric pour ces informations. Alors, l'expertise, le savoir-faire français est donc très apprécié au Japon, on le sait, mais alors dans la pratique, est-ce que c'est difficile ou pas de monter une entreprise sur place ? Et à ce sujet, on écoute tout de suite Jean-Michel Serre, qui est conseiller du commerce extérieur et qui répond à cette question. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Les Japonais, ce qu'ils cherchent, c'est la qualité, la perfection même parfois, la fiabilité. Ils peuvent avoir même du temps pour cela. Donc, une entreprise japonaise qui vient au Japon doit venir avec humilité, en sachant ce qu'elle veut apporter, en étant sûre de respecter ses promesses. Et si elle fait cela, eh bien, le Japon l'accueillera. Et les entreprises françaises, dans tout type d'innovation, dans tout type d'activité, ont beaucoup de choses à apporter. Donc venez voir, c'est possible. Alors là, j'aurais juste une question pour vous, Anne-Marie. On dit que le Japon est un marché assez complexe et impénétrable. Vrai ou faux, selon vous ? Je dirais vrai et faux. Vrai, parce que s'il y a le barrage de la langue et que c'est des codes et une façon de travailler qui est complètement différente. Mais si on a envie de travailler au Japon, on est tout à fait capable. C'est juste, il faut changer sa façon de travailler. Il faut apprendre le japonais, si on peut. Et il faut respecter un certain nombre de codes qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est pas inné, ça s'apprend. On peut tout s'apprendre. Et je crois qu'on aime le Japon aussi parce que on a une capacité d'apprentissage qu'on sous-estime parfois. D'accord. Donc, on peut tout à fait réussir au Japon facilement. C'est possible. Si on veut. Très bien. Quand on veut, on peut. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour continuer ce sujet et parler de la création et de l'implantation d'entreprises sur place.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 15e heure de direct consacrée à Tokyo. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag 24 heures chrono TV. Alors, on parle de la création d'entreprises. Quels sont les conseils pour une entreprise qui souhaite s'implanter sur place? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est simple? Frédéric. Alors, si on parle structure, c'est très simple. Oui. Ça ne prend que quelques jours. Le capital nécessaire, et même pas tout de suite, est très modeste. Les difficultés viennent après. C'est-à-dire qu'il faut une très forte motivation de l'entreprise française qui va décider de s'installer. Il faut qu'elle comprenne que les choses prennent beaucoup plus de temps. On l'a un peu dit en faisant référence à la qualité. Il faut faire du confidence building avec ses partenaires, avec ses clients. Ça prend du temps. Il faut embaucher des personnes. C'est pas forcément non plus très facile de trouver pour des tas de raisons, linguistiques et autres. C'est pas forcément très facile. Donc il y a une espèce il y a des difficultés en cours de route qui font qu'il faut avoir du temps, de l'énergie, des bons outils de communication, mais en sachant que c'est un énorme marché, qu'il est généralement profitable pour beaucoup d'entreprises, et moi j'y tiens beaucoup, qu'il peut être aussi le centre pour l'Asie, pour couvrir d'autres marchés, et que la référence de la qualité japonaise est quelque chose qui ne peut que nous servir partout dans le monde lorsqu'on a pénétré ce marché. D'accord. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine, du coup. Anne-Marie, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Vous aidez beaucoup d'entreprises à s'implanter? Oui, alors nous, c'est notre métier depuis 40 ans. Je dirais que 100% des entreprises que je vais chercher, on les implante. Alors, je dirais que c'est step by step. Je conseillerais à une entreprise d'y aller par niveau. Oui. Donc, après, ça dépend effectivement du secteur, des moyens de l'entreprise, mais le mieux, c'est de commencer par trouver un partenaire, en ayant l'idée, peut-être, avec ce partenaire, si on veut investir un peu plus, de faire une joint venture pour aller progressivement vers une filiale. Ou voilà. Après, ça permet de tester le marché, ça permet de comprendre, d'ajuster. Parfois, il faut ajuster son produit, il faut ajuster son offre qui est pas parfois adaptée. Dans certains créneaux, par exemple, dans la maroquinerie, il y a une demande de petites maroquineries que l'on n'a qu'au Japon. Donc, il y a vraiment des produits qui sont spécifiques au pays. Donc, bien étudier le marché. Cette phase où on n'y va pas complètement, ça permet d'ajuster et de bien repositionner ou positionner correctement la marque au Japon avant de déployer s'il y a du potentiel. Donc, il y a une étude préalable. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Gérald, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui accompagnent des gens qui travaillent, et comment ça se passe pour les conjoints ou conjointes? La première étape, c'est de comprendre le marché du travail déjà, comment ça s'organise. Et la deuxième étape, c'est aussi de comprendre la langue et de s'intégrer. Et c'est le problème de tous les expatriés, je pense aussi, c'est de pouvoir se parler. Le japonais est une langue très subtile. Et dans la négociation, en tous les cas dans mon rapport, dans mon travail, puisque je suis visual merchandiser et store designer, il y a une relation avec le personnel des magasins et forcément une formation, une explication. Donc voilà. Mais vous avez réussi à trouver du travail sur place, vous? Sur place, c'est un peu compliqué aussi. C'est un peu compliqué, oui, c'est voire très compliqué. En freelance, ça s'est concrétisé plutôt en freelance sur 2 opérations, mais qui pour le coup étaient en anglais avec des sociétés internationales, mais des sociétés purement japonaises, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va passer à un sujet sur les différences culturelles, parce que le Japon, c'est un pays qui nous apparaît quand même comme assez lointain, avec une culture complexe, unique et différente du reste de l'Asie. Donc c'est important de parler des différences culturelles, notamment dans le milieu professionnel. Et on écoute tout de suite Thierry Consigny qui répond à la question « Comment fait-on du business avec les Japonais et quels sont les codes dans les affaires ?» Le business au Japon est quelque chose de contraignant.
On ne va pas au Japon pour faire un coup. Les partenaires japonais mettront peut-être beaucoup plus de temps que d'autres à établir une relation de confiance avec vous. Ils poseront beaucoup de questions, ils seront très curieux, ils prendront un minimum de risques. Mais la beauté du marché japonais, là je vous parle avec mon expérience, est que lorsque vous possédez un distributeur des clients japonais, ces clients seront loyaux, vous suivront, vous feront confiance, vous pourrez faire des erreurs et on pourra vous pardonner ces erreurs si vous les expliquez sincèrement. Et le marché japonais est certainement pour beaucoup de nos entreprises françaises un des plus profitables en Asie. Merci Thierry. Alors Anne-Marie, est-ce que vous voulez réagir, vous, quels sont les conseils que vous donnez dans le management interculturel ? Alors le principal conseil, il faut respecter la hiérarchie. Oui. Donc on ne va pas court-circuiter son N-2 ou N-1, N-2 pour aller parler pour avoir l'information en direct comme on a tendance à faire en France ou en Europe. Donc ça c'est quelque chose, il faut se déshabituer de notre façon de travailler. Donc ça c'est le point numéro 1. Après, je pense qu'il faut écouter, il faut s'adapter, il faut se mettre à leur niveau. Et moi j'ai eu aucune difficulté à travailler avec les Japonais parce qu'on est très complémentaires. Eux travaillent en détail et nous on travaille par le haut et voilà. Donc il faut être capable de travailler en up and down en permanence. D'accord. Et ils suivent les règles, donc c'est très facile de les manager. Et il faut juste vous donner les bonnes consignes. Et si on a des choses à dire à quelqu'un dans son équipe, surtout, on ne le fait pas sur le lieu du travail. On le fait le soir. Ça s'appelle la communication. On va dîner avec son équipe. Et là, on boit des coups. Donc ça se fait aussi vraiment en dehors voilà. du lieu du travail. Et là, on peut se dire tout ce qu'on pense. Et là, je crois qu'on se dit... Tout le monde se dit ce qu'il a à se dire et le lendemain, tout est remis en ordre. Donc il faut vraiment faire attention. On ne dit pas en pleine journée à quelqu'un de son service « Tiens, viens me voir dans mon bureau, j'ai quelque chose à te dire ». Surtout, on ne fait pas ça. D'accord. Merci. Sandra, vous avez eu une petite formation via le travail de votre mari. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement Un petit peu. Enfin, c'était plus orienté pour en fait les gens qui allaient travailler au Japon. Donc, oui. Moi, j'ai écouté, mais effectivement, comme je n'ai pas travaillé là-bas, ça m'a moins servi. Mais effectivement, il y avait la précaution de faire attention, de ne pas faire perdre la face à un Japonais. Oui. Très important, en fait. Donc ne pas s'emporter. Voilà, non plus. ne pas s'emporter et surtout pas devant ses collègues. Enfin, voilà, le faire à part pour éviter qu'ils se sentent un peu blessés, humiliés. Voilà. D'accord. Il y avait et la hiérarchie aussi. On nous avait dit que la hiérarchie était très importante, qu'il fallait la respecter. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est les petits conseils qu'ils nous avaient donnés avant de partir. Voilà. À propos de la hiérarchie, il y a une forte importance de la seniorité, Frédéric. Oui, je crois qu'on l'a dit, il y a la hiérarchie qui est très lourde, oui. Tout ce que cela peut comprendre, mais il y a aussi une seniorité, c'est-à-dire que c'est pas mal de vieillir au Japon. C'est pour ça que vous y êtes resté. Peut-être. Mais je crois que c'est extrêmement important, ce qui veut dire que les jeunes Français, notamment, ont évidemment leur place. Je profite d'ailleurs pour dire qu'il existe un club VIE extrêmement actif à Tokyo et qui a pour ambition en tout cas d'essayer d'aider les jeunes gens qui arrivent. Mais c'est évident que mettre un très jeune garçon en première ligne face à une entreprise japonaise est un message qui passe mal, qui est peu compris, avec peu de pouvoir pour le garçon en question. Donc, je crois que c'est important. Maintenant, je voudrais juste ajouter que, à mon avis, pour les nouvelles entreprises, celles qui veulent venir, on a une chance aussi au Japon, c'est qu'on a un volant de conseiller du commerce extérieur d'une 50aine de personnes qui touchent tous les secteurs d'activité, qui est extrêmement actif. Donc ça, c'est quand même, ils sont à la disposition des entreprises qui veulent les contacter. Il y a aussi une chambre de commerce qui est la plus grande, je crois, au Japon, avec de très nombreux membres, et qui, elle aussi, est très performante. Et évidemment, l'ambassade et Business France. Donc, ne pas hésiter à contacter toutes ces personnes qui sont là pour donner des conseils. Et les dont vous faites partie. Nous travaillons tous ensemble, de l'amont à l'aval. Très bien. Et je rajouterais juste un petit point sur le Japon. Très rapide, vraiment. Au Japon, on travaille en équipe. L'équipe est importante, l'individu l'est moins. Donc, on apprend ça au Japon. Donc, faire attention à ça. Il faut respecter l'équipe. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite pour s'intéresser à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne au Japon.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, la 10e édition pour cette ville consacrée à Tokyo. Alors surtout, n'oubliez pas de réagir sur le hashtag 24 heures chrono TV. On a vu un petit peu comment ça se passait au niveau économique, relations professionnelles, etc. Mais maintenant, on va s'intéresser à la vie quotidienne et à la vie de tous les jours, et plus particulièrement à la culture, parce que la culture au Japon, c'est vraiment très important. Donc, on a vu comment ça se passait dans le milieu du travail, mais au quotidien, il y a tout de suite Jean-Jacques Le Goff qui nous donne quelques conseils pour appréhender cette culture japonaise au quotidien. Alors, les conseils les plus importants concernent une compréhension de ce qu'est cette culture. Très souvent, il y a beaucoup d'a priori par rapport à la culture japonaise, qui, encore une fois, est complexe, mais en même temps est fascinante. Et c'est la compréhension des aspects culturels, historiques, la langue aussi, s'impliquer dans la langue, qui permettent d'avoir des bonnes relations avec des Japonais. Alors Gérald, vous, quels sont les aspects de la culture japonaise qui vous sont apparus comme les plus différents quand vous êtes arrivé ? La première chose, c'est de s'adapter, de comprendre comment eux vont fonctionner, comment ils fonctionnent, et c'est l'humilité, la première chose qui m'est venue. Et d'ailleurs, quand on apprend le japonais, on se soumet à la personne à laquelle on parle, et dans la relation donc du quotidien avec les personnes qu'on va rencontrer, qu'elles soient vendeurs ou que ce soit des gens sur le trottoir ou qui que ce soit, on va avoir cette humilité vis-à-vis de la personne qu'on a en face de soi, et d'autant plus que moi je suis étranger et que c'est cette personne qui va m'apprendre, qui va me former, qui va m'expliquer comment ça fonctionne. Et donc dès cet instant, le contact se fait avec les gens qu'on rencontre. Et il y a une ouverture qui se fait, parce que les Japonais sont très curieux. Donc, somme toute, on s'intègre assez rapidement. D'accord, mais dans beaucoup de respect, j'ai l'impression, c'est ça qui me vient à l'esprit quand vous me parlez. Énormément. Il y a différents niveaux de langue en japonais, mais dans la langue quotidienne, entre vous et moi, entre amis, il y a quand même toujours ce respect. Différemment de l'anglais, où le « I » est même en majuscule, là, on est plutôt dans le sumimasen. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on dit à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, « excusez-moi ». D'accord. La façon de dire bonjour est aussi « excusez-moi ». Voilà. Alors, vous parliez de la langue. Je pense que c'est une étape très importante pour comprendre la culture. Est-ce que vous, Sandra, vous avez eu l'occasion de l'apprendre ou d'essayer de vous y mettre ? Oui. J'ai voulu apprendre parce que je pense que ça sert à comprendre la culture japonaise. En fait, à travers la langue, à travers leur façon de parler. Oui, par exemple, avec ce sumimasen qui est souvent répété et tout ça. Ça nous permet d'apprendre ce qu'est le japonais et ce qu'est leur culture, quoi. Après, c'est une langue très difficile. Oui. Enfin, moi, je la trouve très difficile. Et au niveau de l'écriture aussi. Voilà, au niveau de l'écriture, la lecture. Parce que c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, dans le quotidien, on rencontre des étiquettes de produits et on ne sait pas lire. Alors, on essaye de deviner. Donc, quelquefois, on a des anecdotes assez marrantes parce que on se trompe de produit, quoi. Voilà, donc, notamment dans l'alimentation, parce que quand on arrive, on doit être un petit peu perdu. Moi, au début, j'ai acheté de la farine. Je pensais que c'était la farine de blé, c'était la farine de riz. Bon, voilà, mes crêpes étaient un peu bizarres, mais bon, on s'en est sorti. Mais c'est vrai que je savais pas lire. Enfin, on ne sait pas lire, quoi. Et même en apprenant, comme il y a quand même plusieurs caractères. Bon, il y a 2 alphabets plus en fait des kanji. Aujourd'hui, j'ai appris, mais je maîtrise pas la langue, quoi. En 3 ans, en 2 ans et demi, j'ai pas réussi à maîtriser. C'est trop court. C'est trop court, ou peut-être que je me suis pas suffisamment investie, ou peut-être que non, c'est difficile en fait, très difficile. D'accord. Mais je pense que c'est indispensable. Enfin, moi, je conseille aux gens de l'apprendre. Et puis en plus, c'est je sais pas, autant vivre l'aventure à fond et essayer de rentrer dans la culture du pays où on habite quelques années. Je pense que c'est... Bien sûr, c'est la meilleure des démarches. Voilà, c'est la meilleure des démarches. Vous, Frédéric, vous y êtes depuis 18 ans. Est-ce que vous avez réussi à vous intégrer aujourd'hui ? Est-ce que vous vous considérez en phase avec la culture japonaise ? Je ne sais pas si je suis en phase avec la culture japonaise. Je connais bien sûr beaucoup de Japonais. Je ne perds jamais de vue que je suis français. Même si je parle japonais, et je n'essaye pas d'avoir l'air ou de jouer au japonais. Je crois que ça me permet de garder une certaine distance, d'être pardonné parce que même après beaucoup d'années, on fait encore beaucoup d'erreurs. Et ce que je continue, du moins je l'espère, à faire, on dit qu'il faut parler japonais, c'est vrai, mais je crois qu'il faut aussi écouter les Japonais, et c'est ainsi, je crois, qu'on peut apprendre, se fondre un peu dans la masse. Et c'est un peu comme les produits, comme les entreprises, il faut rester, si on le peut, longtemps pour se faire connaître et pour créer une confiance
entre les partenaires et les interlocuteurs japonais et nous-mêmes. D'accord, merci. Du temps et de l'investissement. Alors, tout de suite, on va s'intéresser à la vie culturelle à Tokyo avec Thierry Voisin qui va s'exprimer. Au niveau culturel, Tokyo est une ville qui bouge énormément. Vous avez beaucoup de musées, vous avez beaucoup d'expositions, des salons. Pratiquement toutes les semaines, il y a un salon, des concerts de rock, de blues, de jazz, tout ce que vous voulez, de la musique classique. Les Japonais sont très sensibles à la musique classique. En fait, c'est une ville qui est vraiment très animée. Anne-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette richesse de la vie culturelle à Tokyo ? Oui, je crois qu'on a tous... on est émerveillés de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on peut faire au Japon. Il y a une culture qui se voit aussi. C'est un pays de contraste. On a des bâtiments magnifiques. On a des jardins très raffinés. On domine un peu tout au Japon. Même à la campagne, l'herbe est très bien coupée. Et je crois que ça nous frappe tous. Et il y a ce raffinement dans la cuisine, dans la façon dont on va présenter. On aime bien toujours sublimer et améliorer tout. Donc, je pense que c'est très propre, c'est très rangé, c'est très organisé. Donc, on devient très discipliné d'ailleurs au Japon. Mais je pense que parce qu'on veut respecter ça, on veut pas abîmer. Déjà qu'on se trouve un peu pas de la même couleur que les Japonais, donc on détonne un peu dans le décor. Mais c'est vrai qu'on respecte, on apprend ça et on est très fiers d'être au Japon. Au niveau de la qualité de vie, il y a quand même, je pense, des craintes liées à Fukushima. Vous êtes arrivé juste après Fukushima, Gérald ? Juste après, oui. Alors, il y a des informations sur lesquelles on nous disait faites attention à ce que vous allez consommer, notamment des champignons secs. Fukushima était une région où on produisait beaucoup de champignons secs. D'accord. Il y a beaucoup de pêche aussi. Donc oui, on fait attention. Mais après, c'était pas non plus... Ça n'impacte pas plus que ça sur la vie quotidienne. On fait attention, mais c'est vrai que l'accès à l'information est parfois un peu compliqué. D'accord. Sandra, quelques mots sur la sécurité sur place. Je cherche le mot en français, mais c'est safe en anglais. Très sécure. Très sécure. Aucun problème. Aucun problème. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité de vie... On peut oublier son portable ou son portable, ordinateur, on vous le ramène. Oui, voire même dans tout ce qui est petit café, on réserve notre table, donc on pose le sac à main, donc avec le portable, le portefeuille, tout ça, et on va commander, quelquefois pas au même étage, en dessous, le café, et on revient, tout y est. D'accord. Et si on a le malheur d'oublier quelque chose, c'est tout empaqueté avec un petit mot dessus en disant à quelle heure on l'a oublié. Donc, ça doit être très agréable à vivre. Oui, c'est très agréable à vivre. Très bien. Dites-nous. La SNCF, l'équivalent de la SNCF au Japon, il m'est arrivé d'oublier quelque chose dans le train, j'ai téléphoné, il avait retrouvé bien sûr, et me l'ont envoyé en me demandant à quelle heure et à quelle adresse on devait quand même me le faire parvenir. Donc il y a un service client, une relation qui est aussi un petit peu différente. C'est pas le client qui va vers l'entreprise, c'est l'entreprise qui vient vers le client. Et ça, c'est complètement aussi bouleversant par rapport à notre vision occidentale, je dirais. J'imagine, d'accord, merci. Donc ça donne envie au niveau de la qualité de vie. Maintenant, on va s'intéresser au coût de la vie. Est-ce que ça coûte cher de vivre sur place ou pas ? Et on écoute tout de suite Safi Madougou à ce sujet. Si vous vous déplacez de Paris à Tokyo, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 20%. Vous constaterez que le coût du logement est très élevé. Comptez environ 2 250 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales légèrement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 71 600 € bruts à Tokyo pour maintenir le même niveau de vie. Frédéric, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit dans la vidéo ? C'est un pays qui a pas d'inflation. Oui. Pratiquement. Donc les prix sont stables. C'est un pays dans lequel aujourd'hui l'euro est favorable par rapport au yen. Donc tout ça nous aide beaucoup. C'est vrai que globalement, le coût de la vie, encore une fois, ça dépend ce que l'on fait, comment on vit, mais enfin, est plutôt
plus élevé qu'en France. Mais il y a une chose qui, moi, m'a frappé après. J'ai fait 2 séjours au Japon et il y a plusieurs années où je n'y étais pas. Et lorsque je suis revenu, ce qui m'a frappé depuis 2-3 ans, c'est la possibilité qu'il y a, si on ose, si je puis dire, le faire, à négocier. C'est-à-dire que les Japonais, pour des raisons de prestige, si je puis dire, ne négocient à peu près rien entre eux. Oui. Moi, je n'ai pas de gêne par rapport à ça lorsque sur des achats conséquents, y compris sur les loyers, par exemple. Même sur les loyers. Il est tout à fait possible de discuter sans qu'il y ait véritablement de gêne. Essayez, vous verrez, c'est tout à fait possible. Ben merci pour Je pense que c'est lié au tremblement de terre, parce que moi j'étais le 11 mars quand il y a eu le tremblement de terre et beaucoup de gens sont rentrés. Nous, on est restés et en fait, j'ai changé d'appartement juste après et j'ai facilement négocié la moitié du prix parce que tout était vide. Il y avait une pénurie. Oui, c'est vrai qu'il y avait... Donc, et peut-être que ça a un peu changé les codes et il y a aussi énormément de construction. Je pense que les gens se sont rendus compte que il fallait louer ce qui était vide, il fallait bien les louer et que parce que c'était devenu hyper cher. Ils avaient plus vraiment le choix. C'était même indécent les prix des loyers qu'on avait. Donc je pense que ça a aussi un peu remis tout à une valeur un peu plus correcte. Donc je dirais qu'on est à peu près... C'est équivalent avec la France sur les loyers, en tout cas. Ça dépend. Il y a le loyer, c'est le loyer, mais ce qui coûte très cher, c'est l'énergie. L'électricité coûte très cher, l'eau coûte le prix de l'électricité. Donc après, il faut regarder la note à la fin. Oui, après, il y a des choses où on dépense moins parce qu'on chauffe moins parce qu'il fait moins chaud. Après, on peut mettre la clim en permanence, le chauffage en permanence, puis on peut ne pas le faire aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin. Donc on peut, je dirais, c'est très difficile de... Le midi, on mange beaucoup pour moins cher. Beaucoup moins cher. Les bento. Les bento ou même les restaurants. Le plat du jour est beaucoup moins cher que celui qu'en France. D'accord. Voilà. C'est l'énergie qui coûte vraiment très cher. Oui. Alors c'est sûr, si on veut acheter des produits français, le camembert, ça coûte super cher. Mais si on mange local, on s'en sort très bien. D'accord. Donc on peut s'en sortir suivant ce qu'on achète. Merci beaucoup. Et alors si jamais vous vous déplacez en famille, sachez qu'il existe une convention bilatérale entre la France et le Japon. Et sur ce sujet, on regarde tout de suite Laura Faubel qui nous explique quelles branches sont couvertes ou non par la Convention. Alors en matière de vieillesse, invalidité et survivants, pour l'ouverture du droit à une pension de retraite, il sera possible de prendre en compte, si nécessaire, les périodes accomplies sous la législation de l'autre État et les totaliser. En matière de prestations familiales, un travailleur salarié qui est détaché depuis la France vers le Japon, qui vit donc au Japon avec ses enfants, a droit pour eux aux allocations familiales françaises. Pour les autres dispositions et pour plus de détails, je vous invite à consulter le site du CLES, www.cles.fr. Rien à dire là-dessus. Non, juste. Anne-Marie, vous aviez envie de réagir, on vous écoute. Oui, je dirais juste un élément. Quand on quitte le pays, quand on a été expatrié et salarié au Japon, on peut récupérer sa retraite tout de suite. Donc il faut le demander tout de suite. Alors bien sûr, on peut la récupérer au moment où on sera à la retraite. Oui. Mais aussi, on peut la récupérer tout de suite. D'accord, c'est bon. Dès qu'on est sorti, qu'on a rendu son alien card, ça prend à peu près 6 mois et on vous paye votre retraite. Très bien, merci. Cette émission touche à sa fin, mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que chacun fasse une phrase de conclusion sur... imaginez que vous vous adressez à un Français qui veut s'installer sur place, ce qui est le cas, c'est eux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je dirais qu'à priori, quel que soit probablement son secteur d'activité, et s'il a une vraie stratégie, s'il veut durablement grandir et avoir une influence sur l'ensemble des marchés, pas seulement le Japon, sa présence au Japon est quasiment indispensable. Donc il faut qu'il fasse l'effort pour y aller. Je pense que c'est aujourd'hui un petit peu plus facile que ça ne l'a été dans le passé. D'accord, merci Frédéric. Sandra ? Je dirais que c'est une très belle aventure, il faut y aller, il faut foncer. Et là, j'en ai presque les larmes aux yeux de revoir des images de Tokyo. Ça fait un mois que je suis rentrée. Donc, allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, apprenez la langue. Vous découvrirez un pays magnifique, une culture magnifique, des gens très, très sympathiques, très accueillants. Donc, allez-y. Belle expérience. Merci beaucoup. Gérald. Je dirais qu'au Japon, tout est exceptionnel. On est dans la découverte. Donc, vivez l'exception parce que et quand on rentre ici, d'ailleurs, comme on connaît tout, on s'ennuie un peu, mais là-bas, tout est vraiment différent et donc on se régale à chaque fois. C'est vrai que vous avez, vous aussi, les yeux qui pétillent quand vous parlez du Japon. C'est commun à vous tous. Le Japon n'est pas fini, mon cœur est resté encore là-bas aussi.
Voilà. D'accord, merci. Anne-Marie. Moi, je dirais, allez-y. Le Japon, on croit qu'on a compris et on n'a rien compris. C'est le millefeuille. Donc, on apprend beaucoup, on apprend en permanence et on apprend l'humilité. On apprend à s'adapter, on apprend... On devient Chaque japonais. jour, c'est tellement beau. Chaque jour, en fait, c'est Goen, le bonheur. En japonais, c'est 5e, mais c'est aussi Goen. Et je pense qu'on apprend la notion de Goen. C'est, je m'arrête 5 minutes, je regarde une belle image. J'imprime du positif et des petits bonheurs collectés toute la journée. On devient très heureux au Japon. Donc, je dirais, allez-y. On revient différent. D'accord. Et on change. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir partagé votre expérience. Restez connectés et on revient tout de suite pour une émission consacrée à la ville de Kuala Lumpur.